qui va se passer sur le moyen terme par rapport à cette attaque en justice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix et qu'est-ce que je vais faire avec ce prix. Toujours essayer de dessiner l'envisageable. Pas dessiner ce que j'ai envie, pas dessiner ce qui me plaît, dessiner ce qui est possible. Je vous rappelle que notre job en tant que trader, c'est de réagir au tac face aux différentes situations qui sont évoquées. Et c'est ça notre job de trader. Et il ne faut pas l'oublier, sur le court terme, les 26 600 doivent tenir. On a attaqué une fois, ça a fonctionné. Deuxième fois, troisième fois. Et le typique scénario M violent, à savoir dernier pullback, boum. Bonjour à tous l'équipe, bonsoir, en espérant que le son, le micro est bon. Et derrière, on peut commencer comme d'habitude notre petit live. Parlons du marché, parlons de Binance d'abord. Et ensuite, on peut voir un petit peu, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai derrière la tête. Que faire ? Tout simplement. Comme d'habitude, n'oubliez pas où est-ce qu'on en est. On est comme par hasard la veille de l'expiration des options vendredi. Alors évidemment, c'est peut-être juste une suspicion de ma part, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des gros contrats options, il y a souvent tout simplement des grosses infos qui se mettent en place. Alors, du coup, on va essayer d'observer un petit peu la PA du Bitcoin d'abord. Alors, on va parler du coup du FUD, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça peut impliquer. Alors, on va se mettre sur Twitter, on va essayer de voir un petit peu. Alors, pour ceux qui parlent anglais, qui apprécient aussi le personnage, je vous invite évidemment à lire son thread où il a un petit peu décortiqué ce qu'il en pense. Là, vous voyez qu'il est en 23. Donc pourquoi pas évidemment essayer de le relire ou de le traduire si ça vous intéresse de plus près. Moi personnellement je vais juste donner mon avis de loin, ou en tout cas de ce que j'en pense de loin. Je pense que c'est pas rien quoi qu'il arrive, hein, évidemment, sachant qu'en plus pas forcément que l'exchange en soi, c'est la détention et le nombre de cryptos qu'il possède qui du coup en fait un acteur assez redoutable. Et du coup c'est pour ça que je pense que c'est pas rien comme info. Je donnais l'exemple il y a pas longtemps, en 2017, lorsque justement c'était pas le CFTT, je me rappelle plus qui c'était, est-ce que c'était la CFTT ou la SEC du coup qui a accusé Arthur Hayes à l'époque. Et du coup c'est vrai que c'était pas rien aussi comme accusation, et que le débouché de cette accusation et de cette attaque en justice a finalement donné le bull run. Donc ce que je veux dire par là, c'est que faut pas non plus dramatiser dans le sens où ça y est c'est fini. En revanche, il faut tout de même être quand même prudent parce que c'est pas rien. Et ce que disait Adam, c'est que généralement quand la CFTC attaque, c'est parce qu'elle a du lourd, ou en tout cas par rapport aux faits passés, c'est ce qui se passe généralement. Donc il a décortiqué un petit peu les files, donc si ça intéresse quelqu'un ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à vous y rendre pour pouvoir comprendre un petit peu plus près, de plus près un petit peu ce qui s'est passé. Du coup ça vous inquiète pas? Quelle est votre opinion sur le sujet? Qu'est-ce qui m'importe moi quand je regarde ça? Quelle est l'approche que je dois avoir? Finalement, mon approche, c'est que je me dégage complètement de ce qui est dit ici, tout simplement parce que finalement, c'est des faits. Et n'oubliez pas que les faits, ça n'a pas forcément le même impact qu'on pense sur un marché. C'est pour ça que derrière, personnellement, j'essaie toujours d'être le plus pragmatique possible en me détachant de tout ce qui se passe dans la vie réelle. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le marché. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la structure du prix, et c'est ça qui me permet derrière de dégager des profits, que ce soit des profits en long, en short. Et outre finalement ce qui va se passer sur le moyen terme par rapport à cette attaque en justice, moi ce qui m'intéresse c'est le prix et qu'est-ce que je vais faire avec ce prix. Pour l'instant, si on regarde on va dire la PA à proprement parler, c'est pas super beau. On va pas se mentir, c'est pas réellement ce que j'ai envie de voir. Et évidemment, le marché nous prouvera le contraire, mais ça me fait penser un petit peu au scénario que j'ai évoqué hier, à savoir le scénario qui ferait mal. Alors, un aspect positif ou que je trouve positif, c'est l'open interest qui descend de façon assez importante. C'est pour ça que je pense qu'il faut être ouvert, encore une fois, à tout type de scénario. Et quand je dessine des scénarios, c'est pas parce que c'est des scénarios qui me plaisent ou autre, c'est parce que c'est des scénarios envisageables. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Toujours essayer de dessiner l'envisageable. Pas dessiner ce que j'ai envie, pas dessiner ce qui me plaît, dessiner ce qui est possible. Et derrière, m'y préparer. Je vous rappelle que notre job en tant que trader, notre job en tant que spéculateur, c'est de réagir au tac face aux différentes situations qui sont évoquées. Et donc, une fois qu'on réagit au tac, on est donc prêt à interagir avec tout type
de scénarios qui s'offrent à nous, rien d'autre. Et c'est ça notre job de trader. Et il ne faut pas l'oublier, ou en tout cas, je vous invite à ne pas l'oublier. Et en tout cas, réellement, oubliez un petit peu vos sentiments face au marché. Oubliez tout type de comportement ou tout type de peur, parce que derrière, ça ne sert à rien d'avoir peur, ça ne sert à rien de spéculer, ou en tout cas de penser que c'est la fin. D'accord ? Pour l'instant, les cryptos sont là. Il faut savoir que jusqu'à nouvel ordre, ça sera toujours comme ça, volatile. Et on a tout de même eu 2 mois de hausse de dingue. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille de ces 2 mois de hausse de dingue. Et je pense que c'est important de le prendre en compte. En tout cas, mon avis, et réellement c'est un avis qui ne regarde que moi, zéro conseil en investissement, c'est ma pensée profonde, rien à voir avec des faits tangibles. C'est tout simplement le fait que actuellement la crypto sert, elle a une utilité, pas forcément palpable pour nous Européens, mais par exemple en Amérique latine, elle a fait ses preuves, notamment en Argentine. Et il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent en Argentine, pour justement, ou en tout cas avant c'était encore plus le cas, maintenant je sais pas où en est la situation, mais je suis assez convaincu qu'il y en a encore beaucoup qui l'utilisent. En Afrique, pareil, et il faut savoir que si les États ou certains États continuent un petit peu cette sorte de totalitarisme, alors c'est pas le cas chez nous, encore une fois, bien qu'il se passe des choses assez violentes actuellement, voilà, dans d'autres pays, les gens ont été vraiment contraints de retirer leur argent et de sortir. Et donc, finalement, le Bitcoin, de source quasi sûre, a servi aussi et va continuer de servir s'il y a encore ce type de cas de figure qui va se mettre en place. Donc, bien que actuellement on voit, et c'est évident, que les États-Unis, entre autres, mais évidemment, ça sera encore avec l'Europe, hein, qui en aucun cas, je pense, ne refusera aussi de s'accoupler un petit peu à ça. On voit que c'est très répressif niveau crypto. On voit que l'ensemble, tout simplement, vise un petit peu à couper la tête du serpent. Et on voit bien qu'actuellement, voilà, elles sont un petit peu prises de plein fouet. Alors évidemment, il y a d'abord FTX. Alors là, évidemment, il n'y a rien d'excusable. En soi, c'était quand même un des pionniers qui a réellement fait de la merde, autant le dire. Et là, évidemment, c'est CZ qui maintenant est dans le collimateur. Donc petit à petit, on essaye un peu voilà, de faire violence à tous ceux qui sont, entre guillemets, les acteurs principaux de cet écosystème. Je pense que pour l'instant, bien qu'il peut y avoir des tempêtes et des orages, je pense qu'il est difficile de revenir ou de faire de gros pas en arrière pour les cryptos, ou en tout cas pour des cryptos comme le Bitcoin. Pour la simple et bonne raison qu'il y aura toujours des gens, toujours des États qui seront, entre guillemets, sans parti pris et qui accepteront ces cryptos. Évidemment, par exemple, on pense à la Suisse. On va voir, on surveille, on regarde, on s'adapte. Et derrière, on essaye tout simplement de réfléchir en termes de prix et en termes de choses qu'on voit. Je me dirige sur Coinbase. Je vais refaire la PA de A à Z de Coinbase ensemble. Pourquoi je le fais ensemble? Pourquoi on va le faire ensemble? Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que je fais ça, cet exercice visuel qui peut potentiellement vous permettre de reproduire un petit peu ce que je vois et donc automatiquement de vous-même avoir ce type de raisonnement. Quand j'observe ce graphique, il faut savoir que c'est pas beau. Vraiment, c'est pas trop ce que j'ai envie de voir et il faut que ce prix, enfin en tout cas sur le court terme, les 26 600 doivent tenir. On a attaqué une fois, ça a fonctionné, enfin une première fois ici si on compte celle-là, deuxième fois, troisième fois. Et le typique scénario M violent, et en tout cas, il nous regarde. À savoir, dernier pullback, boum. Ça sert à rien d'être ni trop baissier, ni trop haussier. Et en tout cas, l'aspect qui m'intéresse ou que je trouve intéressant, c'est quand on observe l'open interest. Et quand on observe l'open interest, ou en tout cas quand je l'ai observé tout à l'heure, on voit cette énorme baisse. On voit que finalement, tout au long de cette baisse, il y a énormément de positions qui ont été fermées. Et réellement, si cette baisse de l'open interest perdure dans cette consolidation, donc pour moi la consolidation elle est là, le range il est là, et on va dire l'open interest et sa variation, on a un plus haut qui est ici, et on voit qu'on commence à baisser en aggregate. Donc entre guillemets, c'est la seule chose qui me rassure légèrement, et donc qui m'oblige derrière à avoir ce deuxième scénario. Quel est le deuxième scénario? Évidemment, le deuxième scénario, c'est celui où on tient ce bas de range et derrière, on attaque le dernier sommet. Donc, tout ça pour vous dire que l'objectif n'est pas de prédire l'avenir. L'objectif n'est pas d'avoir des certitudes. L'objectif, c'est tout simplement d'essayer de se dessiner des scénarios. Et une fois qu'on a dessiné ces scénarios,
d'essayer d'être prêt pour les réaliser. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a une conso qui avait l'air haussière et là qui commence en tout cas d'un point de vue visuel à pas être super belle. Mais derrière, pour l'instant, on n'a pas cassé le niveau. Tant qu'on ne casse pas le niveau, on ne l'a pas cassé. Donc, si des gens ou certaines personnes veulent tenter un short, pourquoi pas? En tout cas, personnellement, j'ai tendance à éviter les shorts de cassure. On va se faire un petit peu le même processus que je viens de faire sur Ethereum. Donc déjà, il y a un graphique qui est élémentaire, qui est ultra important sur Ethereum, qui lui aussi, on va dire, est sur un niveau critique. Pareil, si réellement ce niveau cède, à mon avis, ça se fera avec potentiellement une cassure du support sur Ethereum. Le support, il est à 1700 actuellement. Mais on voit un petit peu qu'on est sur une zone clé. Si par exemple, je prends Fibo, je prends le sommet jusqu'au creux, on voit qu'on est à peu près pile poil ici sur l'équilibrium de ce mouvement. On est aussi sur une zone importante sur ce range. Si on regarde, c'est vraiment à peu près le mid-range. Donc la force d'Ethereum face au Bitcoin. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Derrière, en cas de baisse, Bitcoin par rapport à Ethereum va tenir relativement mieux. C'est ça que ça nous indique tout simplement. Donc, pour des whales ou pour tout simplement des grosses mains, des gros investisseurs ou peu importe, hein, dans la globalité, ça veut dire qu'il est préférable de détenir du Bitcoin plutôt que d'Ethereum. Et donc, derrière, forcément, ça implique que l'argent, les flux de capitaux se dirigent vers le Bitcoin. Donc, dans ce contexte, il est préférable de faire attention à Ethereum et de comprendre que derrière, c'est lui la main faible. Et derrière, par exemple, je reprends toujours cet exemple, au mois de juin, il a explosé ce graphique. Et derrière, finalement, il était vraiment nul, où il était inutile d'avoir du Bitcoin. Il servait à rien, en tout cas en termes de spéculation. C'est pas lui qui nous apportait quoi que ce soit. Donc, ce graphique actuellement, si on regarde en monthly, voilà, c'est un range, mais c'est un range qui a enfoncé tout simplement le milieu. D'accord, le milieu qui se trouve à peu près ici à 0,60, allez, on va se faire à 0,67,8 et qui derrière, pour l'instant, n'a pas l'air de vouloir se calmer. Alors l'avantage, c'est qu'on arrive, on va dire, sur une zone intéressante. On arrive un petit peu sur cette zone, sur ce quart de range. Quand on a un aussi beau range, aussi important, sur des time frames aussi importants, on peut se permettre potentiellement de se dire que le quart de range va servir. Mais voilà, on arrive sensiblement sur une zone où derrière, si elle cède, rendez-vous à 0,57. Donc c'est pour ça qu'actuellement, pour moi en tout cas, vraiment j'observe de près ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que si réellement ici commence enfin à y avoir quelque chose d'intéressant, je m'intéresserai à nouveau d'être un petit peu plus agressif sur Ethereum. Mais là pour l'instant c'est une conso qui n'a pas encore donné lieu à grand chose. Et donc moi je m'attends plutôt encore à une dernière cassure et une réintégration pour potentiellement déjà être à nouveau un petit peu enthousiaste. Pour l'instant je suis ultra défensif. Maintenant, on se fait de la PA tout court sur Ethereum. Donc là, je prends sur Bybit, c'est très bien. Tant pis pour le reste. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le shop commence à se charger. On commence à avoir une absence de volatilité depuis 2 semaines. Donc, possible qu'elle perdure un petit peu jusqu'à la fin de la semaine. On n'oublie pas qu'on a les contrats options. Donc, on voit ce va-et-vient assez violent avec un beau range quand même entre 18,43 et 17. Donc, pareil, on a un mid-range qui est quasi parfait. Ici, à 17,70. Mais pareil, ça n'a pas une bonne gueule. Le support ici des 17, on n'a pas envie de le perdre. Et on a encore moins envie de le perdre avec un shop chargé. Donc, il faut être à l'affût. D'accord? Il faut être à l'affût. Alors, est-ce que c'est un SFP? Oui, c'est un SFP. Mais c'est important aussi de contextualiser les SFP. On a un range. On a un bas de range qui est en train d'être attaqué de nombreuses fois. Et en tout cas, pour l'instant, ça pointe vers le bas. D'accord? Donc, il faut être prudent quand on voit ça. Et en tout cas, quand je regarde ce graphique, ça m'impose la prudence. On a plein de façons de jouer ça. J'éviterai de le jouer sur les extrémités. En revanche, pareil, on peut se dire, voilà, si on perd le niveau, comme ceci, tac, là, dans ces cas-là, je me dis, voilà, je rentre sur le pullback. Il faut savoir que si on perd le niveau, généralement, le pullback, il arrive rarement à réintégrer. Le pullback, il se fait souvent sur le coup. Où est-ce qu'est le coup? La ligne de coup, elle est là, à 1700. Pour l'instant, oui, c'est un SFP, mais voilà, ça commence à devenir un petit peu périlleux l'affaire. Donc, je déteste être trop baissier ou trop haussier.
parce que derrière, finalement, c'est comme ça qu'on se prend des claques. D'ailleurs, en plus, actuellement, le Nasdaq, je crois, s'est bien porté aujourd'hui. En tout cas, il n'a pas fait grand-chose. Lui, pareil, il consolide sous résistance de plus en plus serrée. Donc, on voit qu'il a envie d'attaquer la résistance. Pour l'instant, il n'a rien lâché. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, ça va être sportif. Et je pense qu'il faut être vif, c'est tout. Il faut être ni trop haussier, ni trop baissier, vif et préparé. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de faire à chaque fois avec mes élèves, dans mon Discord ou dans ma façon de faire. Parce que derrière, forcément, on est beaucoup plus vif. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, et un constat que je trouve intéressant, c'est le GMX et le DYDX ont tout à fait bien réagi à la news. Donc, vous voyez que potentiellement, on commence peut-être, ou en tout cas, on dirait que c'est ce que les spéculateurs ont voulu voir, l'intérêt des DEX. Et moi, personnellement, je commence, et de plus j'y trade, et plus je me fais plaisir avec les DEX. C'est-à-dire que, par exemple, forcément, ça a des défauts de trader sur un DEX. C'est pas exactement pareil que de trader sur Bybit. En revanche, depuis maintenant 6 mois que je trade sur DYDX, je commence à accumuler tellement de DYDX que si réellement, par exemple, le coin prend pour la V4, j'aurais eu un investissement qui m'a coûté 0. La seule chose que j'aurais dû faire, c'était de trader. Et ça, franchement, c'est un avantage énorme. De savoir qu'on est rémunéré et qu'on récupère une partie de la contribution qu'on a à trader sur l'exchange, je pense que c'est un luxe. Et plus on s'habitue à trader sur un exchange comme DYDX, parce que pour l'instant, c'est un peu le seul sur lequel je suis en train d'y mettre du cœur et du volume, et plus on se rend compte que c'est cool et que c'est intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui tradent ou qui veulent tenter de trader sur DYDX, en plus de tous les tutos que j'ai, je vous invite aussi, pourquoi pas, à utiliser mon lien d'affiliation. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, avec ce lien d'affiliation, ça vous permet d'intégrer un groupe Telegram. Et derrière, dans ce groupe Telegram, vous pouvez poser des questions. Et il y en a plus d'un que ça a aidé énormément de pouvoir poser des questions. Mais en tout cas, personnellement, j'ai eu du mal au départ. Vraiment, au départ, j'avais plein de biais psychologiques sur l'utilisation du DEX. Je me disais, non, mais voilà, je préfère. C'était à l'époque où FTX existait encore. Je préfère trader sur FTX, machin. Et plus je m'y suis habitué, plus finalement j'ai un petit peu apprivoisé et dompté. Et plus finalement le fait de récupérer mes rewards à la fin de l'e-poche, c'est devenu, c'est devenu un réel plaisir. Parce que derrière, ma stratégie, elle est simple, c'est de rien faire avec mes coins. Au pire, qu'est-ce qui m'arrive? Je perds l'argent qu'on m'a distribué. Au mieux, la V4 sort, le marché du crypto se stabilise, voire recommence à hausser. Et derrière, finalement, toutes les rewards que j'ai accumulés quand le DYDX valait 2 $, derrière va me servir à sortir évidemment avec une plus-value. Ou en tout cas, ça serait l'objectif. Donc, quels sont les niveaux qui m'intéressent énormément sur Ethereum et quels sont les niveaux clés? D'un coup d'œil. Pour moi, c'est 1700 qui actuellement sert de résistance, qui est testé, de support, pardonnez-moi, qui est testé, retesté, et donc qui commence tout simplement à devenir un petit peu dangereux. Ce creux, pourquoi ce creux? Forcément, un creux représente un endroit clé où il y a des stop-loss, où il y a des liquidations. On voit en plus que ce creux ici à 1600 tombe avec le prix rond des 1006, plus tombe avec une zone pivot. On voit que précédemment, quand on a eu le range précédent sur l'Ethereum, c'était un petit peu la zone d'équilibre. Et enfin, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la prochaine zone, à savoir les 1500. Pourquoi les 1500? Vous voyez qu'ici, c'était un support et c'était le bas du range. Donc, on voyait rebond, 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 déviation, rebond, prise de liquidité violente et derrière, hausse sans précédent. Vous voyez qu'en plus, cette hausse, elle s'est faite violemment. Il n'y a pas eu de retour en arrière. C'est pour ça que derrière, ça peut, si ça tombe, ça peut tomber violemment. Et donc, c'est pour ça que derrière, il faut aussi être alerte. Il n'y a plus rien qui retient le prix. Ça peut aller très, très, très vite. Donc, pour cette raison, si on perd et on est en train de commencer à perdre les 1700, il faut être prudent et comprendre que derrière, si ça saigne sur Ethereum, ça va saigner sur les altcoins. Déjà qui ne sont pas forcément en forme, ça va évidemment empirer la situation. Restez vif, restez prudent et absolument pas de déni. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'on veut pas y croire. On a une position qui est sous l'eau, on est sous l'eau, mais on veut pas y croire. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve à subir toute la baisse avec nos positions perdantes sans même la possibilité de plus tard rentrer. Et ça, c'est dommage. Réellement, soyez pas dans le déni, acceptez. Plutôt c'est accepter, mieux c'est. Et cette erreur, si je vous en parle, c'est parce qu'on l'a tous fait. La bonne nouvelle dans tout ce malheur, c'est que je relance mes formations webinaires et que les 2 prochains webinaires
qui vous attendent. C'est un webinaire débutant. Et derrière, l'autre gros webinaire, c'est une formation Swing Trading. Préinscription, c'est important. Si vous souhaitez être alerté dans les premiers, ne pas risquer que ça soit sold out, je vous invite, pareil, à vous préinscrire. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle parce que derrière, ça va me permettre, en tout cas, ça va permettre aux débutants de récupérer un petit peu le retard, d'accord, sur un petit peu mes méthodologies, recerner les bases, réadapter un petit peu, réajuster avec mes bases débutants, finalement qui ont changé avec le temps parce que mes premières formations débutants que je faisais, c'était il y a 2 ans. Évidemment, le marché a bien changé depuis. Donc l'objectif, c'est de réadapter un petit peu à cette nouvelle tournure de marché. Et pour l'autre, c'est une toute première et je pense, à mon avis, que ça va plaire. Tout simplement parce que c'est quand même voilà, du lourd que je prépare sur cette formation. Pour la simple et bonne raison que le swing trading, c'est loin d'être facile. Ça paraît facile, mais si on n'a pas la bonne méthodologie, si on ne sait pas quand tenir les trades, si on ne sait pas quand est-ce qu'il faut être acheteur, derrière, eh bien, on foire forcément. Ça, c'est garanti. Ne tardez pas à vous préinscrire, tout simplement parce que derrière, ce que j'essaye de faire, c'est à chaque fois des petits groupes. Pourquoi? Parce que derrière, sinon, je ne peux pas répondre aux questions, sinon ça devient un petit peu chaotique. Donc généralement, ce que je fais, c'est que on limite le nombre de places. On va terminer par un ou deux altcoins. Donc le XRP qui est dans un solo run, d'accord? C'est-à-dire que malgré la baisse, pour l'instant, il a l'air de ne pas lâcher le morceau et il a l'air de se diriger tout droit vers la prochaine résistance ou la prochaine poche de liquidité. Alors pour l'instant, on a un double top. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. Et que par exemple, cassure et réintégration, pour moi, ça serait ultra baissier et j'hésiterai pas à shorter. Mais en tout cas, visuellement parlant, il a l'air de vouloir attaquer ici ce niveau clé des 49 centimes. Et si on regarde la PA, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose après 49 centimes. Donc on a ici évidemment les 50 centimes, 51. Mais globalement, c'est un petit peu tout ce qui nous attend si on arrive à casser la résistance des 49. Donc pareil, 2 scénarios. Premier, c'est cassure et réintégration, qui généralement est plutôt très baissier. Deuxième scénario, c'est on arrive à se maintenir au-dessus. Et dans ces cas-là, ça peut aller vite ici. Et là, pareil, dans ces cas-là, on cherchera un petit peu à savoir ce qui va se passer sur les extrémités. Réaction en double top. On voit la correction, mais on voit que pour l'instant, ça tient plutôt bien. Donc, à surveiller de près. Pareil, ici, on avait une belle opportunité d'achat. Ça faisait assez peur sur les 40 centimes. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand j'ai vu le break, c'est parti sans moi. J'ai absolument pas eu l'occasion de me placer. En revanche, j'ai attendu longtemps. Longtemps, pas si longtemps que ça, mais au moment où je suis venu, c'est-à-dire à peu près, la cassure s'est faite lundi, mercredi. Donc, ça faisait peur hein, à ce moment-là. Mercredi, jeudi. Là, je me suis placé sur le pullback. Et derrière, pareil. En revanche, je suis sorti un poil tôt. Le marché est tellement imprévisible actuellement que je préfère me contenter d'un petit setup intéressant plutôt que de laisser courir, on va dire, les positions trop longtemps pour la simple et bonne raison que dernièrement, c'est vraiment chaotique. Donc pour XRP, les zones de résistance, elles sont dévoilées. La zone de support, actuellement, on voit bien que c'est les 45 centimes. On voit que ça a été testé. On peut tout simplement venir retester. J'ai dessiné une trendline. Pourquoi? Pour visuellement comprendre un petit peu là où le prix peut buter en cas de cassure. Mais plus on se rapproche de la résistance et moins j'ai envie d'acheter. En tout cas, c'est mon approche. Encore une fois, chacun a son approche. GMX, qui lui a l'air un des seuls verts ici. Moi, ça m'intéresse un peu plus. Pourquoi? À la différence des autres, ou en tout cas du Matic, qu'est-ce qu'on remarque qui est intéressant? Un creux au-dessus du précédent. Pour l'instant, on a l'air, et évidemment, c'est encore un peu tôt hein, pour le confirmer, mais on a l'air ici de vouloir tenir ce bas, ici de range, ce niveau. Et pour l'instant, en tout cas, on a l'air de donner des signes de vie. En plus de ça, ce que je trouve assez sexy, c'est la divergence 4 heures. Et c'est vrai que je ne suis pas un trader énorme de divergence, mais quand c'est dans un endroit clé, qu'il y a ce type de scénario et de configuration, là, ça me plaît énormément. Vous voyez, la divergence, elle est là. Et en plus, apparemment, le contexte, malheureusement, avec Binance, favorise un petit peu, ou a l'air en tout cas de vouloir favoriser ce type d'exchange décentralisé. Qu'est-ce que je fais généralement pour savoir où sont mes prochains objectifs si j'étais acheteur ici ou si je me rendrais acheteur ici? Généralement, on peut prendre le sommet, le creux, on peut changer la configuration, mettre une configuration classique. Et derrière, par exemple, vous voyez que Fibo ici me donne parfaitement des niveaux pour sortir. Crescendo.
75, allez, 78, et évidemment, plus si le prix a envie d'y aller. Mais derrière, par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai parfaitement cerné mes objectifs. Alors, est-ce que si j'étais acheteur ici, je chercherais forcément un breakout et les 100 $? Non. Si moi, je suis acheteur ici, que je vois qu'on réagit plutôt bien sur une zone intéressante, mes objectifs ne seront pas forcément ambitieux, mais ils me permettront d'être rentable si derrière, on y va. Mais c'est vrai que ici, quand je regarde ce graphique, c'est vraiment ce qui me tenterait. À peu près comme setup, plus ou moins. Petit retest sur les 70. Voilà. Pareil, le DXY, DYDX, same use case. On voit qu'il réagit plutôt bien. On voit, alors lui, il n'a pas été capable de dessiner une grosse divergence. C'est pas forcément gravissime, hein, c'est pas mon critère principal de rentrée. Mais on voit par exemple que ce creux ici, qui est un creux important, vous voyez que c'est ce creux-là aussi qui avait servi avant le dernier pump. Donc on voit bien que c'est un creux qui a déjà servi. Grosse réaction. Et donc pareil, ici je l'attends au tournant. Voir un petit peu ce qui dessine pour potentiellement aller chercher ici les 2,78 ou 2,68 d'abord. Et pareil, ici on peut prendre Fibo et on a des targets qui sont déjà tracés. On peut prendre Fibo ici et on peut même prendre Fibo là, à partir de 3,66. Et derrière, qu'est-ce qu'on va se retrouver? Certainement, on va se retrouver avec des convergences de Fibo. Et on voit ici que les 2,40 sont clés. Et on va voir aussi un petit peu plus loin ici, ouais, on voit que à peu près, on a les 61,8 et les 0,5 qui sont clés. Donc le niveau clé en termes de convergence de Fibo, ça tombe là. Tac, tac. Alors il est ultra subtil, mais on a une sorte de changement de structure en V. On voit qu'on a creux, sommet, creux. Et là, on a un léger sommet au-dessus. Donc en gros, normalement par défaut, la prochaine correction sera déjà un creux au-dessus du précédent. Donc derrière, forcément, potentiellement déjà un début de changement de structure. Objectif, pas forcément rentrer pile poil ici sur la résistance, plutôt chercher un petit peu les 2,30. Mais je serais assez tenté d'être acheteur sur les 2,30. C'est un des seuls coins où visuellement je regarde et je serais tenté. Pareil pour le GMX, c'est vrai qu'il a une structure intéressante. Force à tous. Malheureusement, la crypto sera semée d'embûches, hein, tout simplement, pour les prochains jours et mois. Tant qu'on n'aura pas récupéré un marché propice, peut-être que ça viendra encore une fois. Mais pour l'instant, on a toujours un marché capricieux. Et il faut comprendre que pour l'instant, rien n'a changé. On a eu une belle hausse. Janvier, février, mars, on consolide. On va voir si on a une belle surprise pour avril. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Et pour le reste, on continue de lutter. D'accord? L'apprentissage est une lutte. Apprendre le trading est une lutte. Devenir rentable en trading est une lutte. Mais derrière, finalement, je peux vous assurer que les résultats en vaut la chandelle. Ciao, ciao l'équipe. Bon trade. Ciao, ciao.